Les espions et l'histoire, une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. Tu m'as fait part il y a quelques jours, mon jeune ami, de ton désir de devenir un de ces agents qui se mêlent d'intrigues politiques et secrètes. Pour te donner des exemples des qualités physiques, intellectuelles, caractérielles, qui me semblent nécessaires à l'exercice d'un tel métier, ou si tu préfères d'une telle vocation, je t'ai déjà montré les agissements du comte de Montgaillard, agent caméléon, dont le passage du camp des princes au camp du Directoire permit le coup d'état du 18 Fructidor. Trahison brillante qui peut-être donna un empereur à la France, mais qui ne lui apporta que peu de profit pour beaucoup d'opprobre. Je t'ai ensuite conté la rocambolesque aventure du comité secret, royaliste et fantôme, dans lequel furent entraînés les deux Suisses, Fauche-Borel et Perlet, l'un servant Louis XVIII et l'autre Fouché, et qui causa et la mort du jeune officier Charles Vitel, neveu de Fauche, et la fin lamentable, quoique plus tardive, de nos deux espions. Il me reste aujourd'hui, pour terminer ma démonstration, à te conter une nouvelle et lamentable affaire, qui se déroula en pays chouan-normand, c'est-à-dire en cette contrée qui va des côtes jusqu'à Rouen, englobant Caen, Falaise et Bayeux. Aujourd'hui, les agents secrets de la Révolution, de l'Empire et de la Royauté. Troisième partie, Madame de Vaubadon, avec la participation de Casamayor. V'là 1 heure passée, nous te mettre. Vous croyez qu'il faut qu'on fasse la veille? Pour sûr, Jean-Marie. C'est dans le moment, entre 7 heures et l'aube, que la mairie risque le plus d'être attaquée. Ouais. Et ça, les gars du Luc, ils étaient bien décidés. Quand ils se rassemblaient par-ci par-là, dans la journée, à brûler tous les papiers. Je les ai bien entendus. Je te remercie de m'avoir prévenu, Vincent. Ils veulent brûler les listes de noms parmi lesquels on doit demain tirer au sort ceux qui sont gardes nationaux. Eh, dame, mettez-vous à leur place, nous te mettre. Au moment des labors d'automne, perdre son temps à faire l'exercice, hein? Oh, mais c'est pas seulement ça. Ils pensent tous que c'est un moyen détourné de les envoyer à l'armée de l'empereur, en Allemagne ou en Espagne. Et ça, ils veulent pas, nous paysans. Ce serait-il vrai, nous te mettre? Non, je n'en sais rien, Jean-Marie. Mais moi, le maire de Luc, j'ai pas à discuter. Je dois suivre les ordres que m'a envoyé le comte de Pontécoulant qui a été chargé de former les gardes nationaux du Calvados. On brûlera pas les papiers. Et demain, dimanche 8 septembre 1809, ou plutôt ce matin, on tirera au sort même s'il y a des mécontents. Allez les gars, buvez un coup de cidre pour vous tenir réveillés. Ah, ça c'est pas de refus, nous te mettre. Ah, merci, monsieur Boulet. Hé, v'là qu'on tire. Mais il s'attaque. C'est quoi? Personne n'est blessé? Non. Bon, ben, sortons pour voir ce qui arrive. Et prenez des lanternes. Oui. Rien? Personne? Ah ben ça c'est curieux alors. Hé, nous te mettre. V'là une cartouche qui fume que je viens de trouver sur le pavé de la cour. Ah où est la balle? Ah là, dans le bas de la fenêtre, monsieur Boulet. Ah, le montant l'a arrêté, ben heureusement. Oh, ils vont sûrement revenir. Jean-Marie, vite, va chercher du secours au poste des gardes-côtes. J'y cours, nous te mettre, j'y cours. Oui, quant à nous, eh ben rentrons en les attendant. On n'a pas pu venir plus tôt, monsieur Boulet. Ah, bah. Il nous a fallu attendre les deux camarades qui faisaient la patrouille. Heureusement, il n'y a plus rien eu après le coup de feu d'1 heure du matin. Eh ben, tant mieux pour vous, monsieur le maire. Mais les camarades, ils nous ont dit qu'ils en avaient entendu plusieurs de coups de feu vers les 3 heures. Plusieurs coups de feu?
Où ça? Oui, dans la direction du Petit Vallon, à la sortie du bourg de la Délivrande. Où passe le chemin qui conduit de Luc à la mer? Oh, oui, c'est ça. Ah bah c'est pas loin d'ici, allons-y. Oui. Allez, venez. Oh, le pauvre gars. Le pauvre gars. Ouais. Si c'est pas malheureux de mettre un homme dans un état pareil. Oh là. Ça, ils l'ont bien arrangé, ceux qui l'ont assassiné. Assassiné, nous te mettre? Bon, y a pas de doute, hélas. Vous voyez ses mains liées derrière le dos avec de la cordelette bleue. Il a pas pu se défendre. Bien sûr. Et voilà ces 2 pistolets. Ah oui. C'est des pistolets anglais, ils sont encore chargés. Cette canne épée a dû servir à lui faire les blessures des jambes. Tiens, c'est avec ce fusil à 2 coups, la brisé, qu'on a dû lui enfoncer le front, lui écraser le nez et lui arracher l'œil gauche. Qui ça peut être? Il était drôlement fort, l'homme. Il est habillé tout pareil à vous, monsieur le maire. Ben, c'est vrai. Tiens, sa veste de chasse en drap bleu, son pantalon de velours et ses bottes à l'écuyère ont peu de différence avec mes vêtements. On l'aurait-il pas pris pour vous, nous te mettre? Dites donc, c'est probable. Après ce coup de feu tiré dans ma fenêtre. Voilà, ce malheureux a sans doute payé sa ressemblance avec moi. Ça devait être un voyageur et... Mais il doit avoir des papiers d'identité sur lui. Voyez. Attends, voyons un peu cela. Dans cette poche, il y a 10, 15, il y a 30 francs. Ah bah tiens, dans cette autre, il y a une montre et un petit livre. Pensée chrétienne. Ah, il y a le nom du possesseur sur la première page. Mademoiselle de Montfiquet. Ah bah, sans doute le nom d'une parente ou d'une amie qui aura prêté ce livre à l'inconnu. Oh, mais elle a pas été tuée là derrière la meule, nous te mettre. Ah. Voyez les traces de sang, là. Mais c'est vrai. Ben, suivons-les. Ça suit, là. Encore, là, par là, tiens. Par là. Par là, monsieur Boulet. Eh ben, tiens, elle nous conduit juste au carrefour des 3 chemins. Eh ben voilà, on a tué l'inconnu là, puis on l'a dissimulé derrière la meule de paille. Ouais. Ah oui, mais ça ne change pas grand-chose, hein. Eh ben, on ne peut pas laisser là le malheureux, il faut le porter jusqu'à la grange près de la chapelle de la Délivrande. Bon, qui veut le faire? Moi, moi, je vais aller chercher ma brouette. Bien, merci Vincent. Bon, bah toi, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ira prévenir monsieur Blancacuel, le chirurgien, de venir faire l'autopsie, hein. Bien nous te mettre. Pour moi, il me faut maintenant aller procéder au tirage au sort. Monsieur le chirurgien, pouvez-vous nous dire maintenant ce qui a provoqué le décès de ce pauvre homme? Sa mort est due indubitablement à une blessure produite par la lame de la canne épée, qui lui a déchiqueté les entrailles. Mais cet homme a reçu en outre 5 chevrotines en pleine figure. 2 balles, Oui. dont une lui a traversé la poitrine et l'autre la jambe. Oui. Enfin, ainsi que vous avez pu tous le constater, on lui a écrasé la figure à coups de crosse. Et on a découpé un morceau de sa cuisse pour enlever sans doute quelques marques caractéristiques. Personne ne sait qui a pu commettre un si horrible meurtre, monsieur le maire. Ni qui est la victime. Pour ce qui est de la victime, certains pensent qu'il s'agit d'un nommé Morin Cochu qui vend des montres et des bijoux dans les foires de Normandie. Bien sûr, c'est lui. On est 4 à l'avoir reconnu. Mais pour ces assassins, on ne sait pas qui ils sont. Ben si qu'on le sait. Oui. Comment? Vous connaissez les assassins? Bien sûr qu'on les connaît. C'est quoi? Pourquoi ne m'en avez-vous pas prévenu? Madame, monsieur le maire, ça nous gênait un peu de vous dire qu'on croyait bien que c'était des gendarmes. Des gendarmes? Mais qu'est-ce qui peut vous faire penser une chose pareille? Du fait, d'abord, Oui. qu'il y en avait 4 qui rôdaient depuis plusieurs jours dans la contrée. Oui. Surtout vers la plage. Oui, ils en sont même venus aux mains avec nous, les gardes-côtes. tiens. Oui, oui. eux qui nous ont demandé nos papiers. Comme ils étaient en civil, alors nous, on avait refusé. Et puis aussi, la nuit, quand ces 4 lascars y rencontraient un de nous, ils nous plaçaient une lanterne sous le nez, là, comme pour voir qui on était. Enfin, vous auriez dû me prévenir! Monsieur Boulet, vous avez bien assez de misère avec votre tirage au sol. Alors vous prétendez donc que ce sont des gendarmes? Enfin, rien ne le prouve.
Oui. Et puis quel gendarme? Le brigadier Foison. Et 3 autres qu'on connaît pas. Ah, voilà qui est plus grave. Qu'est-ce qui vous fait accuser Foison? Attends, voilà. Oui. Ce matin, à l'aube. Donc, peu après le crime, Oui. le Foison et sa brigade, ils sont entrés dans un cabaret pour y prendre le calva et manger un morceau. À Mathieu que c'était. Ah, oui, je vois. C'est pas loin de la délivrande. Bon, et alors? Alors, le petit de la cabaretière, qui a dans les 6 ans, et qui était couché dans l'alcôve fermée de la salle, a vu ces messieurs tirer d'une boîte en fer blanc des liards jaunes, qui se sont partagés. Ah, c'était pas une preuve, ça? Le Foison et ses gars, ils ont tué le bijoutier pour le voler. Non, les faits que... Non, je vous en prie. Les faits que vous me rapportez sont troublants, mais ce ne sont pas des preuves. Ah non. Non. Je vais toutefois en informer le préfet. Il ordonnera une enquête et si ce que vous croyez s'avère exact, il n'y a pas de doute que les meurtriers, quels qu'ils soient, seront arrêtés et punis. Faudrait pas voir qu'elle soit pas. Calmez-vous, calme. Monsieur le maire, Capitaine. je suis venu à la délivrande pour une vérification contradictoire. Le rapport que vous avez adressé au préfet, monsieur Caffarelli, et celui que le brigadier Foison a établi après les premières constatations qu'il est venu faire hier ici, étant en contradiction. Ah, je me demande bien ce que le gendarme Foison a pu écrire dans son rapport. Vu qu'il a refusé de répondre à mes questions, et vu qu'il s'est montré si arrogant, si menaçant et si insolent que toute enquête a été rendue impossible. Aussi bien est-ce pour cela que monsieur Caffarelli m'a chargé de vous opposer à Foison, car il désire que toute la lumière soit faite sur cet horrible meurtre. Qu'avez-vous à dire, monsieur Boulet? Simplement ceci. Que beaucoup de mes administrés du Luc et de la Délivrande, ainsi que des paysans du village de Mathieu, accusent le gendarme Foison et 3 autres hommes l'accompagnant d'avoir assassiné le voyageur pour le voler. On l'a pas assassiné, on l'a tué pour nous défendre. Tiens, voilà un premier point. Vous reconnaissez avoir tué l'inconnu, Foison. Bon, dites-nous, dans quelles conditions maintenant? Des camarades et moi, on faisait une patrouille. Lorsque, sur les 3 heures du matin, on a vu venir sur la route 2 individus, à qui on a demandé leurs papiers. L'un des hommes a pris la fuite à travers champs, l'autre a tiré sur nous. Mes hommes l'ont saisi, il s'est défendu. Mais on le tenait aux cheveux, alors à la fin, on a pu le terrasser, et il est resté mort sur place, ayant été percé de plusieurs coups. En somme, vous étiez en état de légitime défense. Ben oui, c'est ça. C'est impossible. Et pourquoi? Les 2 pistolets du mort étaient chargés. Il n'a point tiré. D'autre part, il avait les mains liées derrière le dos quand on l'a trouvé. Vous mentez! Voici les ligatures que je gardais dans ma poche. Capitaine Mancel. Oui. Regardez-les. Oui. Les reconnaissez-vous? Oui. Oui, ce sont bien là des ligatures de gendarme. Ah. C'est vous qui mentez, Foison, reconnaissez-le. Je n'ai rien à reconnaître. Je dois compte à personne, moi. Poursuis la compagnie. Merci, monsieur le maire, de votre perspicacité. Non, je vais faire mon rapport au préfet qui reconnaîtra la justesse de vos accusations. Tu te demandes peut-être, mon jeune ami, pourquoi je m'étends si longuement sur ce crime crapuleux. Bien que tu doives te douter que ce meurtre était en fait un meurtre politique, et que les gendarmes, s'ils dépouillèrent le mort de son argent et se le partagèrent, étaient en service commandé, ne devant laisser aucune trace de l'identité de la victime. Sans quoi il semblait avoir réussi, car le marchand horloger Morin Cochu fut retrouvé bien vivant à Paris, et on enterra anonymement le malheureux. Peut-être n'aurait-on jamais découvert qui il était, ni qui était responsable de sa mort, sans les recherches des amis du disparu et l'entêtement du préfet Caffarelli, un homme d'une 50aine d'années, ex-chanoine de Toul, sincèrement rallié à l'Empire, de mœurs simples et austères, et de plus homme juste.
Un fonctionnaire en somme très semblable à ce petit juge d'instruction grec dont le récent film Z nous a montré l'image et les actes. Lanier, monsieur Caffarelli. Lanier, vous êtes non seulement mon secrétaire, mais aussi mon ami. Et j'aimerais vous exposer les craintes et soucis que j'éprouve avant que j'écrive au compte réel. Je suis très honoré de votre confiance, monsieur. Et si je puis vous aider... Il est bien évident, Lanier, que les gendarmes ont fusillé un homme ligoté et sans défense. Beaucoup de paysans l'ont constaté. Et tout le département est au courant. Comment, dorénavant, les gendarmes qui dépendent de mon administration pourront-ils s'occuper de leurs fonctions sans crainte d'être traités comme des assassins ou des bêtes féroces? Cela est vrai, monsieur, mais le temps arrange les choses et dans quelques mois, les gens de nos campagnes auront oublié. Vous avez là sans doute raison, Lanier. Mais il y a plus grave. J'ai appris que le gendarme Foison a remis les papiers trouvés sur le mort directement au comte de Pontécoulant, qui est aussitôt parti pour Paris. Mais le comte de Pontécoulant ne s'occupe que de la formation des gardes nationaux. Le fait des papiers remis par Foison semble démontrer qu'il a été investi d'une autorité de police, dont je ne connais ni l'origine, ni les limites. Monsieur le préfet, les envoyés spéciaux, depuis 20 ans, les départements en ont toujours regorgé. Précisément, nous ne sommes plus à l'époque de la révolution, de la terreur ou du directoire. L'Empire a pacifié la France. C'est peut-être une affirmation un peu péremptoire, monsieur, pour n'examiner que la situation de la Normandie. L'attaque de la voiture de la recette d'Alençon ne date que de l'année passée. Ce n'était que le fait de pauvres chouans aux abois. La marquise de Combray et sa fille, Madame Aquin, ne faisaient pas partie de cette catégorie. Madame de Combray a toujours été une exaltée. Et sa fille a été entraînée par l'amour qu'elle portait à le chevalier. Mais monsieur le préfet, si le chevalier, l'instigateur de l'attaque, a bien été arrêté et fusillé, Daché, que l'on suppose son complice et qui a été condamné à mort par contumace, a trouvé des sympathisants à sa cause, puisque depuis 9 mois, il a réussi à échapper aux recherches. Je n'ignore pas, mon ami, que presque tous les châteaux normands sont habités par des sympathisants à la cause des princes. Mais depuis la mort de Cadoudal et de Pichegru, ils sont résignés. Il ne faut pas que des crimes discréditent le régime impérial et affaiblissent la dignité des fonctions des autorités locales. Ça donnerait l'occasion à ces royalistes de redresser la tête et de recommencer à comploter. Aussi bien pour protester contre les agissements secrets de monsieur de Pontécoulant, ai-je décidé d'envoyer ma démission au comte réal. Réal, ce Caffarelli, avec son indignation, ses reproches et ses scrupules, est bien gênant. Sa lettre prouve, en tout cas, que nous avons eu raison de ne pas le mettre au courant de notre affaire et de la confier à Pontécoulant. Sans doute. Mais celui-ci ne semble pas avoir eu la main très heureuse avec son gendarme Foison. Cet imbécile s'y est si mal pris que tout le Calvados est intrigué par ce meurtre. Et il faut que Caffarelli modère son zèle vertueux. Je dois donc accepter sa démission. Gardez-vous-en bien, Réal. Vous déclencheriez un scandale. Non. Rassurez-le en prétendant que Pontécoulant n'est bien occupé que de la formation des gardes nationaux. Et surtout, faites-lui croire qu'il est, lui seul, chargé des recherches et des poursuites. Conseillez-lui d'agir avec la plus grande circonspection, car, écrirez-vous, d'après les renseignements que nous avons à la police et à l'intérieur, il y a tout lieu de penser que l'individu assassiné n'est pas un agent isolé, mais qu'il fait sans doute partie d'un plan d'espionnage organisé. Je pourrais ajouter, monsieur le ministre, et cela sans être obligé de mentir, que les papiers trouvés sur le cadavre prouvaient que l'homme était porteur de renseignements sur la situation politique et militaire de la côte et de toute la Normandie. Renseignements destinés à être transmis en Angleterre. Ah, Réal, je me demande s'ils en finiront jamais, ces chouans, de tramer de mirifiques projets de débarquement. Tant qu'il y en aura un de vivant, je ne le pense pas. Ils ont la royauté dans le sang, comme d'autres ont un vice. Notre rôle est de les neutraliser, Réal. Aussi, j'insiste encore pour que Caffarelli ne fasse ni bruit, ni éclat. Quoi qu'il découvre, persuadez-le qu'en agissant autrement, il empêcherait la découverte du conseil secret dont l'homme tué à la Délivrande n'est qu'un agent. Vois-tu, mon jeune ami, lorsqu'on s'y est mal pris pour mener une mission secrète, et qu'une part, si petite soit-elle, de la vérité en a été dévoilée,
il est bien rare que l'on puisse arrêter la divulgation. Sinon, de cette mission tout entière, tout au moins de la plus grande partie de celle-ci. Même si les personnages qui s'emploient à la dissimuler sont aussi importants que l'était, en 1809, Fouché, ministre tout à la fois de l'Intérieur et de la police. Le rapport, envoyé à Réal par Caffarelli le 22 septembre, soit 13 jours après le meurtre, le prouve. Déclare qu'il arrive de Bayeux, qu'il est certain que l'homme tué est Daché, qu'il connaît tous ses rapports, sa retraite, ses liaisons, ses projets, l'argent qu'il emportait et quelles sont les personnes qui l'ont conduit à la boucherie. Que M. Réal apprendra comment on s'y est pris pour le livrer, que Mme de Vaubadon y joue un rôle digne d'elle, c'est tout dire. Comment, en si peu de jours, le préfet avait-il pu connaître l'identité, la retraite, les liaisons du vicomte Daché et le nom de celle qu'il avait livrée aux gendarmes? Tout simplement par l'opinion publique, qui avait eu tôt fait de démêler l'intrigue, ou tout au moins son aboutissement. Mais j'aimerais, avant de te faire suivre l'enquête des amis du vicomte Daché, t'en tracer un rapide portrait. François Hubert Daché, né dans l'Eure, avait tout juste 50 ans. Ancien officier de marine, il avait été chargé par les chefs de l'insurrection vendéenne de la correspondance entre ceux-ci et les princes émigrés en Angleterre. Il avait une stature colossale, une force énorme. Il était intelligent, possédait une profonde connaissance des hommes et un sang-froid, une audace remarquable. Daché menait une vie errante, cachée le plus souvent dans la région de Bayeux, tantôt chez une demoiselle du Ménil, tantôt chez une dame en frie, ou une demoiselle de Montfiquet, à laquelle Daché avait été présenté par une ardente royaliste, Madame de Vaubadon. Ma cousine, qui est cette Madame de Vaubadon dont vous semblez faire grand cas? Grand cas est inexact, mon cousin. J'apprécie le dévouement qu'elle apporte à la cause royale. Elle trafique de dentelles de Bayeux avec l'Angleterre et peut ainsi faire passer la correspondance des émigrés. Mais je porte peu d'intérêt à la personne. Puis-je en connaître la raison? Vous êtes habituellement si indulgente, ma cousine. Serait-ce sa séduction qui vous chagrine? Car séduisante, elle l'est si elle n'est point jolie. Je vous avoue que son teint si blanc, ses cheveux fauves, ses yeux caressants la rendent fort attrayante. Que trop. On lui a supposé bien des conquêtes, depuis qu'elle n'a pas voulu reprendre la vie commune avec son mari, lorsque celui-ci est revenu d'émigration. Ma cousine, vous si chrétienne, vous vous laissez aller à colporter là peut-être des calomnies. Vous avez raison. On n'a pas le droit de juger ainsi les gens. Quoiqu'il soit à peu près sûr qu'actuellement, Madame de Vaubadon partage ses faveurs entre Brulart, l'ancien adjoint de Monsieur de Frotté, et un certain Dolandon, un mauvais sujet, que nous soupçonnons d'être passé à la police par besoin d'argent, et dont nous nous méfions. Mademoiselle de Montfiquet ignorait peut-être que Madame de Vaubadon avait été aussi, ainsi que l'affirmait la rumeur publique, la maîtresse du vicomte Daché. Mademoiselle de Montfiquet habitait Bayeux. Madame de Vaubadon, Caen, où elle reçut, courant ou fin août, la visite du comte de Pontécoulant, l'ancien député de la Convention, l'homme qui avait refusé de défendre Charlotte Corday, l'ancien président des 500. Madame de Vaubadon, je serai franc avec vous. Depuis de longues années, vous troublez le pays par vos intrigues royalistes. En ce moment même, un ordre d'arrestation est suspendu sur votre tête et sur celle de M. Daché, votre complice. Vous devez enfin comprendre, madame, l'impuissance du parti que vous avez soutenu de vos efforts. Rachetez votre passé. Vous connaissez la retraite de M. Daché, M. Dolandon nous l'a dit, ainsi qu'il nous a prévenus de votre situation précaire. Vos dettes vous seront réglées, et on vous servira même une pension si vous faites sortir de France M. Daché. Nous saurons l'empêcher d'y rentrer. Mais comme nous voulons avoir la certitude de ce départ, nous vous fournirons des agents qui puissent en témoigner. Monsieur de Pontécoulant, je me rends à vos raisons. Le ministre et moi
Vous en sommes fort reconnaissant. Mais je n'accepte d'agir de connivence avec l'autorité que si vous me laissez choisir l'agent qui devra opérer sous mes seuls ordres et qui devra m'obéir aveuglément, sans avoir ensuite à rendre le compte à ses chefs. Mon Dieu, madame, voilà qui est un peu particulier. Mais si vous en prenez la responsabilité, n'imaginez pourtant pas que vous pourrez nous jouer. Oh, comte, vous avez la promesse de la petite nièce de l'amiral de Tourville. En ce cas, quel collaborateur désirez-vous avoir? Le brigadier de gendarmerie Foison. Je le connais un peu. Soit, je lui ordonnerai de vous obéir et l'assurerai de son impunité. C'est toi, mon ami. Qu'y a-t-il donc qui te fasse revenir si vite à Bayeux? N'étais-tu pas là il y a quelques jours? Oui, j'étais venu te demander si le vicomte Daché séjournait dans la ville et tu m'avais répondu qu'il y demeurait en ce moment et que tu le voyais chaque semaine. Je ne t'avais pas alors fait part de mes inquiétudes, espérant qu'elles se dissiperaient. Hélas, il n'en est rien, bien au contraire. Par quelqu'un de bien placé, j'ai eu la confirmation que la police de Fouché était sur les traces de notre ami. Il faut l'avertir de toute urgence du danger qu'il court et lui donner les moyens de s'échapper et de gagner l'Angleterre. Il me faut le voir aujourd'hui même. Conduis-moi à lui. Je regrette, mais ça n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que j'estime que ce serait très imprudent. Tu es trop connu, on pourrait nous suivre. Mais je t'assure qu'il y a urgence. Je préviendrai moi-même le vicomte dès que je le pourrai. Soit, je n'assiste pas. Mais il est trop tard pour que je puisse regagner camp ce soir. Comme je ne veux pas me montrer dans Bayeux en allant loger à l'hôtel, je vais coucher chez toi. Mais je n'ai qu'un lit. Oh, qu'importe, je le partagerai avec toi. Est-ce que tu dors? Non. Je suis trop inquiète au sujet de notre ami. Je ne sais pas comment faire pour le sauver. Tu n'en as aucun moyen. Mais il n'en est pas de même pour moi. Ainsi, crois-moi, j'ai pris toutes les mesures nécessaires. J'ai à ma disposition un petit navire qui, pour 800 à 900 francs, le transporterait en Angleterre. J'ai aussi un guide pour le conduire à la côte et 2 marins pour diriger le bateau. Puisque par mesure de prudence, tu ne veux pas que je le rencontre, eh bien, donne-lui au moins un rendez-vous. Mon guide le prendrait. Ton offre est tentante, mais... Je t'en conjure, il te faut l'accepter. Car si tu ne le fais pas, la responsabilité de sa mort retombera sur toi. Je ne saurais supporter pareil remords. Je conduirai moi-même notre ami au rendez-vous que tu vas me fixer. Eh bien, voyons, nous sommes au matin du vendredi 6. Eh bien, demain, samedi, à la nuit, vous vous rendrez Daché et toi au village de Saint-Vigor-le-Grand. Mon guide vous y attendra. Et où le retrouverons-nous? Devant le portail de l'église, sur le coup de 10 heures. Je vais transmettre ton offre au vicomte. Mais tu sais comme il est audacieux. Et comme il est assuré de trouver toujours un gîte, il est possible qu'il refuse de quitter la France. Il te faut absolument le convaincre. Il joue trop avec la chance. Il t'estime. Il a une profonde confiance en toi. Je suis sûre que tu réussiras à le persuader. Tu me fais si peur que maintenant je ferai tout pour obtenir son départ. Ce serait si dramatique pour notre cause si notre ami était capturé. Lorsque les amis du vicomte Daché apprirent tout à la fois qu'un homme avait été assassiné près de la côte, précisément la nuit où le chef royaliste devait embarquer, et que le gendarme Foison était l'auteur de ce forfait, ils se rappelèrent certains faits troublants. Hélas, mademoiselle de Montfiquet, nous ne pouvons plus douter que ce soit bien le vicomte Daché qui a été assassiné à la Délivrande. On a retrouvé sur lui le livre de pensée chrétienne que vous lui aviez remis. Oui, en lui faisant mes adieux. Je ne me consolerai jamais de sa mort. Vous n'en êtes pas responsable. Je voudrais le croire. Nous avions pris tant de précautions. Le vicomte s'était caché sous le porche d'une ferme pendant que j'allais seule au lieu du rendez-vous. Nous avons échangé les mots de passe convenus. Le guide m'a dit Samson et j'ai répondu Félix. Rassurée, je suis allée chercher Monsieur Daché. Il s'est éloigné avec l'homme.
Monsieur Daché était tombé dans un piège, mais tendu par qui? Dites-moi, c'est bien Madame de Vaubadon qui a organisé ce départ du vicomte? Mais oui, je vous l'ai déjà raconté. Je voulais en être bien certain, car je ne peux plus taire une confidence que m'a faite le vendredi soir, donc la veille du meurtre, mon ami Monsieur de Formigny. Tout un chacun sait à quand que ce jeune homme est fort amoureux de Madame de Vaubadon et de ce fait fort jaloux de Monsieur d'Olandon. Or, ce vendredi soir, Monsieur de Formigny se présenta chez elle. On lui répondit qu'elle était absente. Passant devant les fenêtres éclairées de l'appartement, il lui sembla apercevoir la silhouette d'un homme se découpant sur les voilages. Notre jaloux se cacha, bien décidé à faire une scène s'il voyait sortir d'Olandon de chez la dame. Et bientôt, effectivement, un homme franchit la porte. Apercevant Formigny, il ramena vivement le pan de son manteau sur son visage. Notre écervelé se précipita et écarta le tissu, mais quelle ne fut pas sa stupéfaction de reconnaître le brigadier de gendarmerie Foison. Celui-ci, furieux, grommela des injures et s'éloigna rapidement. Dépité, mon jeune ami vint aussitôt me conter sa mésaventure. Je n'y pris que peu d'intérêt, la réputation de Madame de Vaubadon n'était plus à faire pour ces sortes d'intrigues. Mais depuis, j'ai fait le rapprochement. Madame de Vaubadon a passé la nuit du 5 chez vous. Le 6, au soir, elle a reçu Foison, et le 8, dans la nuit, au rendez-vous fixé par elle, se rendait Daché. Avez-vous vu les traits du guide qui vous attendait? Oui. Était-ce Foison? Je ne connais pas ce Foison, mais le guide était un très bel homme. Alors c'est lui. Foison possède un physique très avantageux. Mon Dieu. Ceci voudrait dire que Madame de Vaubadon... Oui, hélas, oui. Je le crains. J'en suis même certain. Cette conviction fut vite partagée par tous les royalistes de Caen, et même par ceux qui, comme le préfet Caffarelli, estimaient que cet assassinat était ignominieux. Le 23 septembre, au soir, la plupart des personnalités de Caen assistaient à une représentation au théâtre et parlaient avec animation des derniers rebondissements de l'affaire en attendant le lever du rideau. Mon Dieu, mais voyez donc qu'il vient d'entrer dans la loge d'avant-scène, n'est-ce pas? Mais oui, c'est elle, Madame de Vaubadon. Mais oui. Oh, mais voyez-la donc avec son châle rouge. Mais elle est venue nous narguer. Mais oui. Ah bah la femme au châle rouge, il est dans le sang. À mort les gorgeurs. Dehors, la buveuse de sang. Madame de Vaubadon ne résista que quelques secondes à ce déferlement d'indignation. Elle quitta le théâtre et le lendemain la ville pour n'y plus revenir. Aux lettres pressantes de Caffarelli demandant l'autorisation à Réal et à son Excellence le ministre Fouché d'arrêter ce qui avait hébergé Daché et ce qu'il avait livré, principalement Madame de Vaubadon, Réal répondit: « J'avais comme vous conçu de violents soupçons contre la dame que vous nommez, et j'étais sur le point de proposer à son Excellence son arrestation. Mais je vous avoue que je suis loin d'avoir d'elle l'opinion que vous en manifestez. Son Excellence vous fait savoir que l'essentiel est de garder sur ces derniers événements un silence utile à ses desseins. En effet, j'espère pouvoir vous donner bientôt les noms de quelques autres personnes qui ont vu secrètement Daché. Nous pourrons nous entendre alors pour leur arrestation. » L'honnête Caffarelli comprit que l'affaire était définitivement enterrée. Lorsqu'il lut dans le journal du département du Calvados, à la date du 5 octobre, l'entrefilet officiel représentant la mort du baron Daché comme le résultat d'une agression contre les gendarmes qui, contraints de se défendre, l'avaient blessé à mort. Il n'y avait pas eu de crime, donc il n'y avait pas d'assassins à poursuivre. Le préfet envoya sa démission, elle fut refusée. Mais le 12 février 1810, soit 5 mois après le meurtre, Caffarelli était déplacé à la préfecture de l'Aube. Le 24 février 1814, sous un prétexte, le baron Caffarelli était destitué. Il reprit l'habit et les activités de chanoine. Madame de Vaubadon, sous le nom de Tourville, son glorieux ancêtre, vécut à Paris d'une petite rente, versée par un mari qui l'aimait toujours, dit-on, et qui aurait voulu reprendre la vie commune avec elle. Mais l'opinion publique ne le lui permit pas, car nul ne pardonna jamais à cette femme d'avoir livré le grand Alexandre. Elle mourut misérable à Belleville le 23 janvier 1848.
L'expiation avait été longue. 40 années. J'ai oublié de te dire, mon jeune ami, que Foison, lui, fut nommé lieutenant et reçut la croix de la Légion d'honneur. Puis, on le crut mort à la guerre d'Espagne et l'on s'en réjouit. Mais il en revint capitaine et ne disparut qu'en 1843, après que la Restauration l'eut mis à la retraite avec une pension de 12 000 francs, mais avec l'ordre de ne l'employer jamais.